Bienvenue à la leçon numéro 19 du cours Architecture des ordinateurs, dans laquelle nous allons voir la partie contrôle à l'intérieur d'un processeur et qui s'intitule Processeur, unité de contrôle. Dans cette leçon, nous allons voir dans un premier temps le chemin de données, puis la structure d'un ordinateur, disons comment l'interaction du processeur, les différentes unités à l'intérieur du processeur et du processeur avec l'extérieur, les différentes unités fonctionnelles du processeur, et on termine avec quelques exemples d'exécution des instructions. Donc le but de cette leçon est de faire comprendre aux étudiants le fonctionnement, d'avoir une idée sur le fonctionnement de l'unité de contrôle et comment le processeur dispatche les signaux de commande pour activer les unités fonctionnelles qui va mettre en jeu ou qui va intégrer dans l'exécution d'une instruction. Donc la première partie de cette leçon traitera le chemin de données, qui est un chemin interne au processeur et qui permet justement de distribuer les commandes aux unités qui sont intégrées à l'intérieur du processeur. Donc on a le processeur est schématisé par le grand cercle ici. Donc on a le Central Processing Unit, c'est le processeur, et on a bien sûr les différents éléments. Donc on a vu qu'il y a dans l'unité de traitement un ensemble de registres utilisateurs, il y a une unité arithmétique et logique. Donc l'unité arithmétique et logique fait le calcul. Les différents registres sont un moyen de stockage des informations temporaires ou plutôt fréquemment utilisées par le programmeur. Et il y a l'unité de contrôle. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'unité de traitement, puisqu'elle comprend un certain nombre de registres qui contiennent les données qu'on doit traiter et les opérations à faire sur ces données. Et là, on a l'unité de contrôle qui, elle, consiste à dispatcher les signaux nécessaires pour exécuter nos instructions. Bien sûr, l'ensemble, ici, le processeur est orchestré par une horloge qui permet, bien sûr, de définir la fréquence de fonctionnement du processeur. Donc, le cœur de l'architecture est autour d'un bus à n bits. Donc le n correspond au nombre de bits du mot de contrôle que l'on envoie bien sûr pour pouvoir activer les unités fonctionnelles pour exécuter une instruction, et il permet de transférer les données entre registres et unités de calcul pour pouvoir justement récupérer les données, pour lancer les opérations et pour faire le calcul sur ces données. Donc n est une caractéristique de l'architecture, c'est la taille du bus interne. Lorsque je dis bus interne, c'est le bus qui contient le mot de contrôle, c'est-à-dire le nombre de bits nécessaires pour commander les unités internes au processeur pour exécuter une instruction. Bien sûr, un bus est géré par des portes 3 états sur un cycle d'horloge qui correspond à un top d'horloge. Donc la valeur du registre source dont la porte 3 états est passante passe sur le bus. Et cette valeur, bien sûr, elle est chargée dans un ou plusieurs registres destination dont les signaux de chargement sont actifs. Donc on a vu dans la partie circuit logique et processeur, dans la leçon circuit logique et processeur, comment on peut échanger des données entre un registre source et un registre destination. Donc on avait vu qu'on avait besoin des signaux à horloge et des fois on avait besoin de signaux à niveau. Donc il faudrait que l'émetteur puisse placer la donnée sur le bus. Donc on l'active pour la placer sur le bus. On ouvre le bus par un contrôleur de bus, et après on active le registre destination
avec un top d'horloge ou un signal à niveau pour venir chercher l'information du bus pour la stocker dans le registre destination. Bien sûr, on peut le faire pour un élément binaire élémentaire comme on peut le faire pour un ensemble d'opérateurs élémentaires pour composer une case mémoire ou un registre. Donc les signaux qu'on envoie pour activer les bus et pour dire au registre de placer leurs données en sortie, ou plutôt de les récupérer à partir d'un bus et les stocker en interne, sont des signaux 3 états qui permettent d'activer ces registres pour pouvoir les récupérer. Donc, on a le même principe sur un bus interne. On pourrait avoir plusieurs sources d'informations qui vont émettre l'information et on pourrait avoir plusieurs destinations qui vont recevoir l'information. Seulement, un seul émetteur est autorisé à placer la donnée sur le bus parce que ça serait inconcevable d'autoriser 2 émetteurs en même temps à placer la donnée sur le bus. Par contre, au niveau de la destination, on pourrait activer plusieurs registres destination pour récupérer l'information en même temps. Donc, dans l'exemple qu'on a sur l'écran ici, on n'autorise que à la source S3 d'émettre la donnée sur le bus interne. Donc, on doit activer le E3. Le E3 doit être actif, c'est-à-dire positionné à 1. Et tous les autres doivent être à 0 pour avoir un accès exclusif au bus. Et bien sûr, on pourrait activer la source des 0 pour récupérer l'information qu'il y a sur le bus, comme on peut activer des 0 et des 1 pour récupérer la donnée qui est sur le bus par ces 2 registres destination. Donc, ici, ça c'est le schéma du fonctionnement du bus. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit de l'unité de contrôle, elle émet un mot dans lequel il y a un certain nombre de signaux. Donc les signaux chaque signal a une position déterminée dans le mot de contrôle et lorsqu'on l'envoie, il active directement l'endroit vers lequel est envoyé le signal. Donc ici, dans l'exemple qu'on a, on avait vu que des 0 et des 1 reçoivent S3. Donc ça va se traduire sur le mot de contrôle que va envoyer l'unité de contrôle pour activer ces unités fonctionnelles. Donc le E3 est à 1, E0 est égal à 0, E1 est égal à 0 et E2 est égal à 0. Donc seul S3 passe sur le bus. Donc le LD1 est égal à 1, LD0 est égal à 1 et LD2 est égal à 0. Ça veut dire que D0 et D1 seront chargés avec la valeur qui est sur le bus. Et le D2 ne recevra pas la donnée puisque son entrée n'est pas active. Donc, étant donné qu'il n'est pas actif, il ne recevra pas la donnée. Et bien sûr, on avait vu dans la leçon du circuit logique et processeur, comme quoi on utilise des bascules pour faire ce genre de fonction. Donc, bien sûr, une seule valeur doit passer sur le bus et la partie contrôle, bien sûr, émet des signaux vers ce qu'on appelle un arbitre de bus. Les sorties du décodeur sont connectées aux portes 3 états. Au plus, une sortie du décodeur est active sur un top d'horloge pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle un accès exclusif au bus. Donc l'arbitre du bus permet d'autoriser un seul émetteur d'information à la fois à accéder au bus. Donc pour schématiser comment fonctionne cet arbitre de bus, donc on a les signaux qui sont émis par la partie contrôle, ici, add 0, add 1. Bon, pour ne pas compliquer le schéma, je n'ai utilisé que de signaux. Et moyennant un décodeur, en sortie, en fonction de ce qu'on met ici en entrée, on peut avoir une seule sortie active à la fois. Donc c'est ce qu'on appelle un décodeur. Donc on a ici le code
de la sortie qu'on veut activer et le décodeur permet de me placer seule la ligne qui va vers ma destination à 1. Les autres, ils sont tous à 0. Donc ici, j'ai les signaux en entrée des portes 3 états. Donc c'est les fameux E0, E1, E2, E3 qu'on avait vu tout à l'heure pour activer la source E3 pour placer sa donnée sur le bus. Donc si add bus 0 est égal à 1, add bus 1 est égal à 1, donc si je place 1, 1 ici, ça veut dire que c'est la troisième ligne qui est active. Si je mets 0, 0, c'est la ligne E0 qui sera active. Donc on voit bien que, en fonction de la combinaison, je peux avoir 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, de 0, 0 jusqu'à 1, 1, donc ça me fait 4 combinaisons. Donc c'est 1 parmi 4 ici. Donc E3 vaut 1, E0, E1, E2 valent 0, donc seul S3 passe sur le bus et ça permet de nous fournir un accès exclusif au bus. Donc le lien interne de ce bus, bien sûr, il se fait sur l'ensemble des unités fonctionnelles du processeur. Donc on constate ici que on a l'unité arithmétique et logique, le registre X et Y qui sont en entrée de l'unité arithmétique et logique, on a l'accumulateur qui est en sortie de l'unité arithmétique et logique, on peut avoir un certain nombre de registres temporaires de travail qui sont à la disposition des utilisateurs, on a RA pour envoyer l'adresse sur le bus adresse, on a RM pour envoyer et récupérer les données à partir ou vers le bus de données, on a le compteur de programme et on a le registre instruction. Donc le registre instruction, il reçoit les instructions qu'on doit exécuter et il les envoie à la partie contrôle, ici, à un décodeur qui va décoder cette instruction et qui va lancer le séquencement d'exécution de notre instruction. Et bien sûr, pour pouvoir interconnecter l'ensemble de ces éléments, on utilise le lien interne, c'est le bus interne qui permet justement d'activer ces unités fonctionnelles, donc de récupérer les données, de les transférer et d'activer les unités qui doivent rentrer en jeu pour l'exécution de notre instruction. Donc le processeur, bien sûr, est composé de 3 blocs. Bon, en fait, il n'a que 2 blocs, si on ose parler de blocs. Bon, le troisième, c'est la gestion du bus. C'est la gestion du bus qui est interne et les signaux qui sont émis par la partie contrôle pour les échanges des informations entre les unités fonctionnelles du processeur. Donc il y a l'unité de traitement et il y a l'unité de commande ou de contrôle. Et bien sûr, la troisième, c'est le chemin de données qui permet de gérer le bus et d'envoyer les signaux de contrôle pour l'échange d'informations et des données à l'intérieur du processeur. Donc le chemin de données est un élément interne au processeur, bien sûr pour transférer, donc c'est le bus, pour lancer les calculs dans l'ALU et pour stocker les données dans des registres. Donc il y a l'ALU et les registres correspondent à la partie unité de traitement et on a la partie contrôle qui est le séquenceur en fait et qui permet d'orchestrer l'exécution de l'instruction et le bus est un élément qui permet d'envoyer les données entre les unités fonctionnelles et d'envoyer les commandes aux unités fonctionnelles. Donc le chemin de données est contrôlé bien sûr par la partie contrôle. Donc en général, dans certaines littératures, on confond le chemin de données avec l'unité de contrôle. Bien sûr, après, on a la structure d'un ordinateur. Disons, pour pouvoir placer ces unités qu'on a vues, contrôle, unité de traitement et chemin de données, à l'intérieur du processeur et voir comment s'intègre le processeur à l'intérieur d'une structure informatique. Donc on pourrait schématiser l'intégration ou l'interaction avec les bus internes et externes d'un processeur en utilisant ce schéma bien sûr. Donc on a ici notre processeur qui est en haut à gauche. Donc on a l'unité de traitement qui est composée des registres et des opérateurs.
qui sont dans l'unité arithmétique et logique. On a la partie contrôle qui est composée du séquenceur et du microprogramme. Si on a bien sûr de la microprogrammation, on peut avoir une unité contrôle câblée. Donc on verra dans une autre leçon ce que c'est la microprogrammation. Et bien sûr, on avait vu que le processeur est interconnecté au monde extérieur par 3 bus. Un bus d'adresse, un bus de données et un bus de contrôle. Donc pour pouvoir s'interfacer avec la mémoire centrale, avec les périphériques via les unités d'échange d'entrée-sortie, pour pouvoir interconnecter des périphériques externes ici, pour pouvoir augmenter les performances bien sûr du processeur. Donc un exemple d'instruction, ou plutôt d'exécution des instructions. Donc on va voir les différentes étapes d'exécution de quelques instructions. Donc move D0 D1, add $02 D1 et move D0 dans $FF8000. Donc la première instruction consiste à transférer le contenu du registre D0 dans le registre D1. La deuxième instruction consiste à transférer la valeur hexadécimale 02 dans D1. Donc c'est une constante, donc c'est une valeur immédiate. Et la troisième instruction consiste à envoyer le contenu du registre D0 dans l'adresse, dans la case mémoire d'adresse FF8000. Ça veut dire que le contenu de D0 sera envoyé non pas dans FF8000, plutôt dans la case mémoire dont l'adresse est FF8000. Donc la première des choses que le processeur effectue, bien sûr, lorsqu'il veut exécuter une instruction, on avait dit, c'est la lecture de celle-ci. Donc il va dans la mémoire centrale et il récupère l'instruction. Donc dans la suite de cette leçon, nous allons voir comment le processeur agit pour récupérer cette instruction en envoyant les signaux nécessaires aux différents registres et aux différentes unités qui sont connectées, qui sont internes ou externes à ce processeur. Donc, la lecture de l'instruction, d'une instruction, se fait bien sûr à partir de la mémoire centrale, lorsque celle-ci, bien sûr, se trouve dans la mémoire centrale, mais si on a un cache interne, bien sûr, il va procéder de la même façon, mais à partir du cache interne. Donc ici, on a notre processeur. Ça, c'est les registres de travail. C'est les registres D, D0, D1 et D2 qu'on a dans les instructions. Ça, c'est le compteur de programme. On a le registre RA qui contient l'adresse à mettre sur le bus adresse. On a le registre instruction et on a le registre mot qui est relié au bus de données. Donc RA est relié au bus adresse, RM est relié au bus de données et on a le bus de contrôle qui permet de récupérer d'autres signaux pour pouvoir activer les transferts avec la mémoire centrale. Et on a ici la mémoire centrale avec son registre adresse et son registre mot. Donc lorsque le processeur veut récupérer l'instruction, bien sûr, l'unité de commande, qu'est-ce qu'elle fait? Donc lorsque le chargeur prend l'instruction, prend le programme, il le charge dans la mémoire centrale pour l'exécuter, il place l'adresse de la première instruction dans le compteur de programme. Donc on considère qu'on a l'adresse de la première instruction dans le compteur de programme. Et on va lancer l'exécution de notre première instruction. Donc notre première instruction, son adresse se trouve dans le compteur de programme. Donc l'unité de commande va activer la sortie de ce registre pour placer la donnée dans le bus interne ici. Elle va aussi activer le registre adresse pour récupérer l'information qu'il y a dans le bus interne qui est l'adresse de la première instruction et il va placer un autre signal, c'est la donnée qu'il y a dans le registre adresse dans le bus adresse. Bien sûr, le bus adresse est connecté à RA du processeur et à RA du
de la mémoire centrale, le registre adresse. Puis l'unité de contrôle aussi, ou de commande, va envoyer le signal adresse trope, ici, dans le cas où l'adresse est valide sur le bus, adresse trope de la mémoire sera active, et adresse trope est type select, pour sélectionner le boîtier dont l'adresse, plutôt dans la case mémoire, dans lequel se trouve la case mémoire sélectionnée. Donc le RA va activer cette case mémoire qui contient le code d'opération de notre instruction à exécuter et bien sûr, moyennant un autre cycle bus, donc là on a un cycle pour envoyer l'adresse et une fois on a activé la case mémoire, l'unité de commande va envoyer le signal de read-write à la mémoire pour pouvoir récupérer cette case mémoire. Donc celle-ci sera, le contenu de cette case sera placé dans le registre RM qui va placer à son tour la donnée sur le bus de données et bien sûr l'unité de contrôle va activer, puisque RM est relié directement au bus de données, il va l'activer pour placer la donnée sur le bus interne et il va activer le registre instruction pour récupérer cette information. Donc ici, ce transfert se fait par une commande de transfert adresse et le circuit en vert correspond à une commande de transfert de données. Donc à ce niveau-là, on a l'instruction, le code d'opération de l'instruction est logé dans le registre instruction. Donc ce principe est valable quel que soit le type d'instruction, quelle que soit la taille de l'instruction, parce que le code d'opération a une taille unique pour toutes les instructions. Il est de 16 bits pour le 68000. Le 68000, c'est le processeur avec lequel je fais pratiquement l'ensemble des exemples qu'on traite dans ce cours. Donc après, pour exécuter l'instruction move D0, D1, qui consiste à transférer le contenu de D0 du registre D0 dans le registre D1. Donc on a vu comment le processeur a pu récupérer l'instruction à partir de la mémoire centrale. Et maintenant, étant donné que l'instruction elle est déjà dans le registre instruction, donc celle-ci sera récupérée par le séquenceur et décodée, et il va envoyer les signaux nécessaires pour l'exécution de cette instruction. Étant donné qu'on a un transfert interne entre le registre D0 et le registre D1, donc ici on a l'empilement des registres, il suffit de placer la donnée qu'il y a dans le registre D0, qui est la première case de l'empilement de nos registres, sur le bus, en activant ici le signal de sortie. Donc le signal sera présent sur le bus interne et bien sûr on envoie le LRD1 par exemple, une impulsion au registre D1 pour lui dire de venir récupérer la donnée qu'il y a dans le bus interne. Donc étant donné que l'opération se fait en interne à l'intérieur du processeur, bien sûr elle peut se faire en 1, 2, maximum 4 cycles d'horloge, puisque seule la récupération de l'instruction, du code d'opération de la mémoire centrale qui prendra le plus de temps. Mais l'exécution en interne, elle se fait en un cycle d'horloge. Donc, move D0, D1 utilise des registres internes au processeur. L'exécution se fait en interne. On n'utilise ni bus de données, ni bus adresse, ni bus de contrôle. On utilise ces 3 bus seulement pour récupérer l'instruction de la mémoire centrale. Bon, après on passe à la phase exécution de l'instruction add dièse 2 D1 qui est un autre type d'instruction. Donc on va voir comment le processeur, comment les signaux seront générés par l'unité de contrôle pour exécuter ce type d'instruction, bien sûr qui manipule une donnée dans la mémoire centrale. Donc dans l'exemple précédent, on a utilisé de registres internes au processeur. Là, on va utiliser un registre interne et une donnée qui est une constante
qui est en principe codé dans l'instruction elle-même. Et par conséquent, il est dans la mémoire centrale. Donc pour exécuter cette instruction, add dièse 2 D1, donc on a besoin de l'unité arithmétique et logique. Donc ça c'est toujours notre processeur, le compteur de programme, notre empilement de registres internes, l'unité arithmétique et logique, le registre adresse qui est relié au bus adresse, le registre instruction et le registre mot qui est relié au bus de données. De l'autre côté, on a notre mémoire qui est composée du registre mot qui est connecté au bus de données et registre adresse qui est connecté au bus adresse. Bien sûr, après la recherche d'instructions, le processeur procède à l'augmentation, plutôt à l'incrémentation du compteur de programme. Donc là, on n'a pas vu la recherche d'instructions. Pourquoi? Parce que c'est similaire pour toutes les instructions. Donc la phase recherche-instruction est identique à la phase recherche qu'on a vu tout à l'heure pour le add D0, move D0, D1. Donc, bien sûr, après la récupération de l'instruction, en général, le compteur de programme est incrémenté. Bon, ici, c'est le cas du 68000. Le 68000 a un code d'opération sur 16 bits, donc il incrémente en général de 2. Donc, ici, une fois l'instruction est récupérée, on sait que ici, on a besoin d'une donnée qui est codée sur un Word et qui est dans la mémoire centrale. Donc, il va falloir aller la récupérer. Il faut récupérer cette donnée dans la mémoire en plaçant son adresse ici dans le circuit bleu vers la mémoire, puisque son adresse se trouve dans le compteur de programme, puisque l'adresse du compteur de programme, plutôt du code d'opération, elle est dans le compteur de programme, elle a été récupérée et le compteur de programme a été incrémenté. Donc il pointe la donnée. Donc en envoyant l'adresse ici qu'il y a dans le compteur de programme via le bus interne et en passant par le RA et le bus adresse et l'appliquant ici à la deuxième case, on pourra récupérer la donnée qui est dans cette case. Après, on récupère la donnée moyennant un cycle de lecture mémoire, on l'envoie vers le registre mot et on place cette donnée sur la deuxième entrée de l'unité arithmétique et logique. Sachant bien sûr que sur notre entrée arithmétique et logique, on a le contenu du registre D1. Donc notre registre, il est là. On prend son contenu, on le met dans l'autre entrée de l'unité arithmétique et logique et on active l'opération d'addition, puisqu'on veut faire une addition de la constante 2 avec D1. Donc pour récapituler l'exécution de cette instruction, donc on recherche d'abord l'instruction de la mémoire centrale, on la met dans le registre instruction et le processeur procède à l'exécution de cette instruction juste après. Lorsqu'il décode l'instruction, il sait qu'il s'agit d'un opérand de destination qui est dans un registre et d'un opérand de source qui est une constante dans la mémoire centrale. Donc il lance le cycle de récupération de la donnée qui est en bleu. Ça c'est l'envoi de l'adresse et ça c'est la récupération de la donnée. Donc une fois l'unité arithmétique et logique dispose des deux opérandes, le séquenceur envoie ici le signal, ou plutôt la combinaison nécessaire pour activer une addition. Donc une fois l'addition, le code d'opération de l'addition est envoyé ici, eh bien le résultat sera dans l'accumulateur ici, et il va falloir le ranger dans le registre D1, puisque cette instruction consiste à l'addition entre 0,2 et D1, et le résultat est stocké dans le registre D1. Une fois le résultat est rangé dans D1, l'exécution de cette instruction est terminée. Et bien sûr, lorsqu'on a dans le même programme une série d'instructions, il prend la première, il l'exécute, il incrémente le compteur de programme, il passe à la deuxième,
il exécute, il incrémente le compteur de programme et ainsi de suite. Donc ici, lorsque la donnée a été récupérée et placée ici, le compteur de programme a été aussi incrémenté de 2 pour pointer l'instruction qui suit. Donc si on a dans la mémoire une troisième instruction à exécuter qui est move D0 $FF8000 qui consiste à transférer le contenu du registre D0 dans la case mémoire d'adresse FF8000, bien sûr ici le processeur va d'abord procéder à la lecture d'instructions, donc ça sera la troisième instruction, dans la mémoire centrale. Et bien sûr, ici, on a toujours notre processeur, on a la mémoire, et après l'exécution de l'instruction précédente, le compteur de programme a été incrémenté. Et ici, bien sûr, il va procéder à la récupération de l'instruction en envoyant la nouvelle adresse, l'adresse de la nouvelle instruction, via le bus interne, avec un signal, un top d'horloge. Ça permet au registre RA de récupérer l'adresse de la nouvelle instruction pour l'envoyer vers le registre RA. Et celui-ci va sélectionner la case suivante qui contient l'instruction, ou plutôt le code d'opération de l'instruction move D0 dans $FF8000. Et une fois l'adresse est stabilisée ici sur le bus de données, donc le signal adresse strobe permet de signaler à la mémoire comme quoi l'adresse est valide, et le signal chip select permet de sélectionner le boîtier dans lequel se trouve la donnée, dont l'adresse est FF8000. L'instruction de add, de move plutôt D0 $FF8000, parce que là on n'a pas encore récupéré l'instruction. Donc après, le séquenceur ou l'unité de commande ou de contrôle récupère le code d'opération avec en envoyant le signal read au niveau de la mémoire centrale et en récupérant la case sélectionnée par l'adresse ici, qui est envoyée à partir du compteur de programme. Donc le contenu de la case sera placé sur le bus de données, il est mis dans le registre MO qui fait l'interface avec le bus de données, avec un top d'horloge ici, un signal qui sera envoyé vers RM, et une fois la donnée est dans le bus interne, l'unité de contrôle va activer le registre instruction pour chercher cette donnée, plutôt c'est ce mot qui contient le code d'opération de l'instruction move D0 dans FF8000. Et après, une fois le code d'opération atterrit dans le registre instruction, la phase recherche instruction est terminée. Donc on peut commencer à exécuter cette instruction. Bien sûr, ici, dans le circuit en bleu, on a une commande de transfert d'adresse, et dans le circuit en vert, on a une commande de transfert de données. Bien sûr, après commencera l'exécution. Donc lorsque l'opération, ou plutôt l'instruction, arrive dans le registre instruction, l'unité de contrôle va pouvoir récupérer ce code d'opération, elle va le décoder et il va générer les signaux nécessaires pour exécuter cette instruction. Donc lorsque elle prendra le code d'opération, elle saura qu'il s'agit d'un signal de transfert, plutôt d'une instruction de transfert, elle saura qu'il s'agit d'un registre interne au processeur, qui est D0, et il saura qu'il s'agit d'une destination qui est une case mémoire dont l'adresse est FF8000. Donc il va falloir récupérer le contenu de D0 et placer le contenu de ce D0 dans la case mémoire d'adresse FF8000. Étant donné que, bien sûr, on avait vu dans la leçon précédente que ici on a un adressage absolu, donc l'adresse de l'opérande sera codée dans l'instruction. Et bien sûr, on aura un code d'opération et deux champs supplémentaires dans lesquels il y aura deux words
c'est-à-dire 32 bits, qui vont contenir l'adresse en hexadécimal 00FF8000. Donc le processeur devra aller chercher ces deux cases mémoire qui sont consécutives et qui sont juste derrière le code d'opération de l'instruction pour pouvoir aller récupérer la donnée et la placer, plutôt mettre le D0 dans cette case mémoire. Donc on va récupérer le deuxième mot de l'instruction qui est le 00FF. Donc on a trois mots ici, il y a le code d'opération, il y a 00FF et il y a le 8000 pour pouvoir avoir l'adresse absolue de la destination. Donc après la récupération du code d'opération, le compteur de programme sera incrémenté de 2. Donc il contient l'adresse de la constante, ou plutôt le poids fort de l'adresse qui est FF00FF. Et il sera envoyé via le bus interne vers le registre RA. Celui-ci sera activé par un signal d'horloge pour récupérer ce qu'il y a dans le bus interne. Et un cycle commande transfert d'adresse sera opéré pour envoyer l'adresse sur le registre adresse de la mémoire centrale. Donc celle-ci se situera juste après le code d'opération. Donc on avait récupéré le code d'opération tout à l'heure dans la phase recherche-instruction. Et cette adresse pointera dans la case juste après. Et avec une commande de transfert de données, moyennant un signal de lecture, le contenu de la case mémoire qui suit le code d'opération de l'instruction sera récupéré et il sera placé dans le registre adresse. Donc il va récupérer le mot de poids fort, le mot de poids faible, puisque on a l'adresse qui est sur de Word, et si on a un bus de données de 16 bits, de 32 bits, on va pouvoir le récupérer en un seul temps. Si il est uniquement sur 16 bits, il va falloir le faire en 2 temps. Donc on va faire ça pour le premier mot, et après on le fera pour le deuxième mot qui complétera l'adresse absolue. Donc l'instruction est codée, bien sûr, on a vu sur 3 mots. Le premier, c'est le code d'opération, et les 2 mots qui suivent qui contiennent l'adresse absolue de la destination. Donc, lorsqu'il va récupérer le deuxième mot, il sera incrémenté, et on aura dans PC l'adresse du 3e mot de l'instruction. Donc on va aussi envoyer un cycle bus adresse. On va sélectionner la case qui est juste après. Donc on a le code d'opération, on a le premier mot qui contient le poids fort de l'adresse et le deuxième mot supplémentaire qui contient le poids faible de l'adresse. Moyennant un cycle de transfert, une commande de transfert de données via le bus de données, une commande de lecture ici, le 3e mot sera récupéré, il sera placé aussi dans le registre mot ici. Et il sera placé dans un registre temporaire, par exemple, du processeur. Ici, bien sûr, on active le transfert par un signal interne. Et bien sûr, une fois on a l'adresse de la case mémoire vers laquelle on va stocker la donnée dans la mémoire centrale, il va falloir transférer cette adresse vers le registre adresse. Donc on prend bien sûr le poids faible et le poids fort de cette adresse qui a été récupérée, c'est-à-dire le FF8000, on le place via le bus interne, via une commande de transfert d'adresse vers la mémoire centrale. Donc elle va nous sélectionner la case mémoire dont l'adresse est FF8000, donc qui pourrait être beaucoup plus loin. Donc là on a le programme et là on a la case mémoire dont l'adresse est FF8000. Donc une fois on adresse cette case mémoire, il suffit de récupérer bien sûr le contenu du registre D0 et le transférer moyennant un signal d'écriture vers la case mémoire qui a été sélectionnée. Donc ici, le registre D0 sera placé sur le bus interne, moyennant un signal de récupération de données à partir du bus interne, cette donnée sera transférée vers le R1, le registre mot, qui est connecté sur le bus de données, et celui-ci, moyennant une commande de transfert de données,
Et un signal d'écriture, cette fois-ci, va placer la donnée dans la case mémoire dans l'adresse FF8000. Et l'exécution de l'instruction de transfert sera terminée. Ainsi s'achève notre 19e leçon. Pour tout complément d'information ou éclaircissement, vous pouvez vous connecter au site Netuno et cliquer sur MedNetU. Je suis à votre disposition et merci.